qu'est-ce que je faisais en plus? Je prenais avec moi une gourde d'1 litre dans laquelle j'allais mettre un petit peu de sel. Un tiers de cuillère à café de sel de table, afin de fournir suffisamment de sodium pour mes neurones. Et puis maintenant, il y a une révélation que j'ai eue en mesurant ces éléments durant un mois, c'est que ce qui a le plus d'influence sur le démarrage de mes journées, sur l'énergie que j'ai le matin et sur mes nuits de sommeil, le problème ce n'est pas d'avancer lentement, le problème c'est de s'arrêter. Alors Andrew Huberman, c'est un neuroscientifique qui a le physique de Hulk et qui en plus est ultra intelligent. Je pense qu'il a mis à mal pas mal d'académiciens qui se disaient en fait on peut pas être intelligent et ultra baraque. Voilà. Vous l'avez peut-être rencontré au détour d'un podcast, un long podcast dans lequel il va en profondeur dans un sujet en lien aux neurosciences qui a comme objectif de vous être plus performant et vous sentir mieux à votre quotidien. Il a une voix qui se démarque très suave, qui à mon avis a eu une petite influence sur son succès démesuré les derniers mois. Andrew Huberman, je l'appelle Papa Andrew et il m'a beaucoup inspiré à changer certaines pratiques. Le truc c'est qu'on n'est pas une moyenne, vous le savez, même s'il y a pour, je sais pas, 80% de la population qui profite d'une certaine pratique, vous n'êtes pas une moyenne, on est tous uniques et donc pour savoir si quelque chose fonctionne sur soi, il faut le tester. Moi, j'avais testé 90 jours, 90 jours sans alcool et à l'heure où je fais cette vidéo, ça fait bientôt 4 ans que je suis sans alcool, donc je vous laisse imaginer les bénéfices que j'en ai ressentis. J'ai également fait 30 jours sans smartphone, 30 jours de microdosing de psilocybine, 30 jours de bain froid, une année sans réveil. Donc j'aime bien expérimenter et si vous voulez être tenu informé des prochaines expérimentations, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Maintenant, le truc, c'est qu'Andrew Huberman, il est très prolifique et il va donner beaucoup de conseils. Mais récemment, je suis tombé sur une vidéo de After School qui résume plutôt bien les pratiques qu'il recommande pour créer une routine matinale. Vous le savez, moi, les routines matinales, j'aime bien quand elles sont plutôt courtes et plutôt très efficaces. On va dire le Pareto de la routine matinale. Je ne suis pas du genre à faire 15 minutes de visualisation positive, suivi de 25 minutes d'incantation sur le balcon, suivi de 17 minutes où je vais raligner un petit peu les photos sur mon vision board. Ça, c'est très peu pour moi. Tout ce qui est le secret, ce genre de choses, c'est très peu pour moi. Moi, j'aime bien quand c'est efficace. Et donc, ce que je trouvais intéressant avec cette vidéo que je vous mets dans la description de cette vidéo, c'est qu'elle résume très bien des pratiques qui, à mon avis, devraient faire partie de votre quotidien si votre objectif c'est d'avoir de l'énergie, d'améliorer votre système immunitaire, d'améliorer la qualité de votre sommeil et d'une manière générale améliorer votre bien-être au quotidien. Donc la suite de cette vidéo, elle sera composée de 3 parties. La première partie, je vous expose les 4 pratiques qui sont recommandées par Andrew Huberman. Ensuite, je vous expose mon expérience parce que j'ai suivi cette routine durant tout un mois. Et ensuite, je vous expose une recommandation pour mettre en place cette routine. Si vous, aujourd'hui, vous démarrez vos journées, je ne sais pas, en buvant 3 cafés et en scrollant durant 1 heure sur les réseaux sociaux. Donc, comme vous l'avez peut-être deviné, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, la première recommandation d'Andrew Huberman, c'est de s'exposer le plus tôt possible à la lumière du jour et ceci sans filtre. Donc, aller chercher les premières lueurs du jour. En nous, on a ce qu'on appelle un rythme circadien, qui est un concept ou un terme qui désigne tous les processus qui se déroulent dans notre corps, et ceci durant une journée. Plus le rythme est synchronisé et mieux vous vous porterez. Je vous la résume en bref. Maintenant, qu'est-ce qui va influencer ce rythme circadien? Pas mal de choses, mais 2 éléments sont importants. Il y a l'alimentation, donc l'heure, la première et la dernière heure de votre calorie, et également la lumière. La lumière via un photopigment qui s'appelle la mélanopsine et qui se trouve dans nos rétines va indiquer à notre corps, ok, maintenant mon gars, c'est le moment de te réveiller, c'est le moment d'aller chercher de l'énergie, c'est le moment de te reproduire, c'est le moment de faire plein de choses. Le truc, c'est que tout allait bien jusqu'à l'arrivée de la lumière artificielle. Mais avec la lumière artificielle, les gens ont tendance à travailler à l'intérieur la journée, de rester à l'intérieur, et donc ils n'ont pas suffisamment de lumière la journée et trop de lumière le soir. Et donc ça bousille complètement leur rythme circadien, leur sommeil et donc leur système immunitaire, leur capacité à apprendre, etc. Donc franchement, le rythme circadien, quand il est désynchronisé, et si parmi nous il y a des personnes qui ont des horaires variables ou qui travaillent la nuit, vous savez très bien de quoi je parle, quand il est désynchronisé, ça a des conséquences
sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Et si ça vous intéresse, il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle The Circadian Code de Sachin Panda, qui est un excellent bouquin et qui est d'ailleurs une recommandation d'Andrew Huberman. Moi, c'est comme ça que je suis tombé sur ce livre. Donc, première recommandation, sortez de chez vous, ne faites rien d'autre, habillez-vous quand même, mais vous sortez de chez vous et vous vous exposez à la lumière du jour. Deuxième recommandation, c'est de repousser votre première consommation de caféine, et ceci à 1 à 2 heures plus tard. Plus tard que quoi? Plus tard que votre réveil, heure de votre réveil. Si vous levez à 7 heures, essayez de boire votre premier café à 9 heures. Pourquoi? Parce que on a au fil des heures, quand on est réveillé, une substance qui va s'ajouter dans notre corps, c'est l'adénosine. Donc elle va grimper. Et l'adénosine, à partir d'un certain seuil, on se sent fatigué. Et quand on dort, notre corps évacue cette adénosine. Le truc, c'est que si vous, aujourd'hui, vous vous réveillez avec un réveil, il y a de fortes chances que vous ayez encore dans votre organisme cette substance qui est l'adénosine. Et le truc, c'est que si vous buvez la caféine qui va bloquer les récepteurs d'adénosine, vous allez en effet vous sentir énergique. Et c'est une illusion, parce que dès que la caféine, l'effet de la caféine s'estompe, vous allez avoir un gros coup de barre. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire face à ce coup de barre? Ils vont boire un café à 13h, à 14h. Et ce café à 13h, 14h va un peu bousiller la qualité de leur sommeil. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux. Parce qu'en plus de bloquer les récepteurs d'adénosine, la caféine est une drogue. Et comme toute drogue, évidemment, il y a un phénomène d'accoutumance. Et donc, forcément, il faudra boire de plus en plus de café pour pouvoir bloquer les récepteurs d'adénosine. Et donc, pour ressentir cette énergie. Et donc on rentre dans un cercle vicieux. J'avais fait une vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran, et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les effets de la caféine sur votre productivité, je vous invite à y jeter un œil. Donc ça, c'est la deuxième recommandation. Troisième recommandation, c'est de faire une activité physique. Donc je vais passer les bénéfices de l'activité physique. Physique, c'est tellement important que si aujourd'hui vous ne faites pas sport, je me demande ce que vous faites. Faites vraiment du sport, faites une activité physique. Il y a deux types d'activités physiques. Modérées, donc je ne sais pas, c'est couper le gazon, déblayer la neige, marcher, aller au travail en vélo. Ça, c'est des activités qui sont plutôt modérées. Ensuite, on a des activités qui sont des activités physiques qui sont plutôt vigoureuses. C'est le sport d'équipe, mais c'est peut-être aussi la calisthénie, c'est faire des kettlebells, c'est faire des burpees, c'est faire de la natation, c'est faire du vélo, mais cette fois du vélo de route, vélo VTT. Bref, là où il y a vraiment un effort, où les pulses montent. Moi, je vous la fais très très brève. Ce que je vous recommande, c'est simplement 3 heures d'activité plutôt intense par semaine. Et ça devrait combler pas mal de besoins. Maintenant, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de sport que rester en position assise est bon pour vous. Moi, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est, si vous travaillez derrière un écran, c'est évidemment faire du sport et de travailler debout. Voilà. Et le quatrième élément, c'est de vous exposer à l'eau froide. Lorsque vous exposez la surface de votre corps, donc c'est-à-dire votre peau, à de l'eau froide, il y a un effet inverse qui se produit, c'est que la température intérieure de votre corps va augmenter. Et en augmentant, le cortisol augmente. Évidemment, à la lumière, quand vous exposez à la lumière, quand vous faites du sport, évidemment, votre cortisol augmente aussi. Mais tous ces éléments, toutes ces pratiques montrent clairement à votre corps que c'est la journée et qu'il faut activer tout son rythme circadien, tous ces processus biologiques. Et en règle générale, en 12 et 14 heures plus tard, vous ressentirez une vague de fatigue. Et si vous arrivez à capturer cette fenêtre, vous allez vous endormir rapidement et vous allez rester endormi plus longtemps. Donc, exposition à l'eau froide. Moi, je suis un grand fan de l'exposition à l'eau froide. J'essaye de faire ça tous les jours, mais j'y arrive pas. J'ai des périodes. J'avais fait en novembre dans la rivière juste en bas de chez moi. Ça m'avait énormément apporté. Et l'eau froide aura un effet sur votre dopamine. D'ailleurs, toutes les personnes qui s'exposent régulièrement à l'eau froide vous le diront. On ne le fait pas vraiment pour l'exposition, pour le moment où on va rentrer dans l'eau froide, mais plutôt pour les heures qui suivent cette exposition à l'eau froide, où en général, notre humeur est bien meilleure, notre énergie est bien meilleure, on se sent bien mieux. Donc, ensuite, il y a aussi un renforcement de votre système immunitaire. Une étude a été menée sur des personnes qui prenaient une douche froide régulièrement. Ces personnes-là étaient beaucoup moins absentes, elles étaient beaucoup moins malades. Ensuite, il y a un travail sur votre système sanguin, système cardiovasculaire, dans le sens où quand vous exposez à l'eau froide, le sang va vers les organes, vers le centre de votre corps. Quand vous sortez de l'eau froide, il repart vers les extrémités. Et ce va-et-vient, c'est un véritable workout, un véritable entraînement pour votre système cardiovasculaire. Et le dernier élément, c'est un effet positif sur la gestion de votre stress. Toutes les études
se trouve dans un article que j'ai rédigé et qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, si vous voulez prendre un petit peu plus de temps pour creuser le sujet, je vous invite à lire l'article qui est en lien. Donc ça, c'était les 4 recommandations d'Andrew Huberman. Encore une fois, je le répète, si vous allez découvrir son contenu, vous verrez qu'il y a beaucoup de techniques à tester et le mot d'ordre, c'est expérimenter pour vous-même afin de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Maintenant, on arrive sur la partie expérience, mon retour d'expérience. Quand je me suis lancé ce défi, j'ai créé une feuille et j'ai suivi les recommandations de Sachin Panda, donc justement l'auteur du livre The Circadian Code. Je me répète, mais c'est vraiment important, je vous recommande cette lecture. Et lui, il dit, ben voilà, si vous voulez commencer à voir ce qui fonctionne pour vous, il est important de mesurer. Ça, c'est aussi quelque chose, je le dis souvent, mesurer. Donc moi, j'ai mesuré l'heure du réveil, avec ou sans alarme, l'heure du coucher, l'heure de la première calorie, l'heure de la dernière calorie, l'heure du dernier écran, l'heure de l'exercice et le type d'exposition. C'était dans une douche, exposition à l'eau froide, dans une douche, donc une douche froide, ou en rivière, donc c'est-à-dire une immersion. Le but, c'était, encore une fois, je le répète, d'essayer de trouver des schémas positifs ou négatifs récurrents. C'est de me dire, ah ouais, ben en fait, quand je mange, je ne sais pas, 1 heure avant d'aller au lit, je dors mal ou je me réveille. Ou alors, quand je mange ma dernière calorie 3 heures avant d'aller au lit, ah ben c'est étrange, je dors mieux. Ou quand je fais de l'immersion en rivière, je dors mieux après 7 jours d'immersion à la suite, etc. etc. C'était encore une fois d'essayer d'identifier ce qui fonctionne le mieux pour moi. Parce qu'on est très complexe, c'est très difficile de se comprendre soi-même, ok, et de savoir ce qui fonctionne. Donc moi, la première pratique a été simple, je me réveillais et ensuite je ne touchais pas mon smartphone, je ne lisais pas, je n'ouvrais pas mon ordinateur, je faisais qu'une chose, c'est de sortir de chez moi. Enfin, je m'habillais, on est d'accord, mais ensuite je sortais de chez moi et j'allais rencontrer les premières lueurs du jour. Ça, c'est ce que je faisais. Maintenant, qu'est-ce que je faisais en plus? Je prenais avec moi une gourde d'1 litre dans laquelle j'allais mettre un petit peu de sel. Un tiers de cuillère à café de sel de table, afin de fournir suffisamment de sodium pour mes neurones, donc c'est-à-dire pour mon fonctionnement cognitif. Encore une fois, recommandation d'Andrew, mettre un peu d'eau salée, le sodium est un lubrifiant pour vos neurones, j'aime bien le dire comme ça. Et donc ensuite, je sortais de chez moi. Parfois, je prenais mon petit générateur d'amour ou d'entropie avec moi, donc c'est-à-dire mon fils, parce qu'il était réveillé, il venait de manger, puis ça permettait à madame de dormir encore un moment. Ou quand toute la famille dormait, ce que je faisais, c'est je sortais et j'allais en profiter pour aller me baigner dans la rivière. Et donc en 1 mois, j'ai fait 16 bains dans la rivière et 15 douches. Parce que si je ne me baignais pas dans la rivière, à mon retour, je m'exposais à l'eau froide. Donc ça, c'est ce que je faisais. À mon retour, j'allais remplir ma gourde et j'allais me mettre au travail. Donc j'allais me mettre au travail, j'utilisais un minuteur de 2 fois 60 minutes. Donc je fais en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, je fais des blocs de travail de 60 minutes. Et en fait, le fait d'utiliser un minuteur physique qui soit détaché de mon ordinateur, j'espère avec la pratique, ça c'est une hypothèse, de faire en sorte que mon cerveau se transforme en chien pavlovien. Et donc chaque fois que je fais ce mouvement d'enclencher le minuteur, le but c'est quoi? C'est encore une fois que mon cerveau rentre de plus en plus facilement dans un état de concentration intense. Voilà, donc ça c'était l'objectif. Et donc après ces 2 premières séances de travail en mode très concentré, je me faisais mon premier café de la journée, et ceci entre 9h et 9h30. Donc vous voyez, c'est assez facile de mettre en place cette routine du matin. Et là, vous allez vous dire, mais Julien, il est où le sport? Le sport, je ne le faisais pas le matin. Je le faisais plutôt entre 13h et 15h. Pourquoi? Alors évidemment, comme je l'ai dit, le mieux à mon avis, pas le mieux, mais en tout cas, il y a des avantages de le faire le matin. Il y a des avantages qui sont indéniables, notamment sur l'humeur, sur l'énergie. Mais moi, personnellement, je travaille avec des poids. Okay, j'utilise des kettlebells. Et souvent dans mes exercices, même quand il y a une partie qui est au poids du corps, je vais utiliser des poids. Et ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais tendance à plus facilement me blesser, à plus souvent me blesser lorsque je travaillais avec des poids le matin, lorsque mon corps n'était pas encore chaud, qu'au milieu de la journée. Un autre avantage de le faire au milieu de la journée, c'est que je ne perds pas trop le temps le matin. Et moi, l'un de mes objectifs, c'est de rapidement me mettre au travail, parce que je sais que plus la journée avance, plus mon énergie chute et plus les imprévus augmentent. Donc j'aime bien garder ma routine matinale relativement courte et faire en sorte que 7h30, 8h au plus tard, je travaille et ceci jusqu'à 12h. Ça me fait vraiment 4 heures de travail où je suis très concentré, et c'est souvent là que je réalise le plus gros de mon travail de la journée. Le reste, l'après-midi, je suis généralement moins focus. Okay, donc ça, c'est ce que je
faisais. Et ça, durant un mois. Maintenant, là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok Julien, moi, à l'heure actuelle, je suis une grosse loque, je passe mes matinées derrière mon écran, je sors pas de chez moi, je bois beaucoup de café, par où je commence? Donc, en fait, déjà, je vous félicite de regarder ce genre de vidéo. Parce que ça va vous aider. Vous savez déjà que vous avez un problème ou qu'il y a quelque chose que vous pouvez optimiser. Et si vous, aujourd'hui, vous ne mettez pas en pratique les recommandations que j'ai partagées et qui viennent d'Andrew Huberman, ce que je vous recommande de faire, c'est de commencer par la première recommandation qui est de vous exposer à la lumière du jour. Okay, et le plus tôt possible. Alors, vous verrez qu'il y a une inertie. Hein. Et ça, c'est important. C'est une observation que j'ai réalisée en mesurant. C'est que mon rythme circadien a une inertie de 7 à 10 jours. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je fais le compte durant un week-end, je suis complètement déphasé. Il va falloir appliquer les recommandations d'Andrew Huberman durant 7 à 10 jours pour que je me ressente bien au réveil, que j'ai de nouveau de la facilité à me réveiller, que je dorme bien, que je m'endorme facilement, etc. etc. Okay, donc il y a une inertie. Pourquoi j'en parle? Parce que si demain vous pratiquez à la lettre tout ce que je viens de vous dire et que le soir même vous n'arrivez pas à vous endormir, ne vous flagellez pas à l'ortie fraîche sur votre balcon. Okay, il faut laisser passer quelques jours afin que votre rythme circadien se resynchronise sur le nouveau rythme. Donc, commencez par sortir de chez vous. Vous pouvez, avec le smartphone à la main, scroller sur Instagram comme vous voulez, mais en sortant de chez vous. Donc, vous êtes exposé à la lumière du jour. Et puis, éventuellement, prenez un café à la main et puis vous baladez. Et puis, petit à petit, ce que vous allez faire, c'est vous allez arrêter le smartphone. Vous allez peut-être boire un café en revenant de chez vous. Puis, petit à petit, en revenant de chez vous, vous allez prendre une douche. Et peut-être les 30 dernières secondes de la douche, vous allez prendre de l'eau froide et vous allez prendre votre premier café après cette douche. Et petit à petit, vous allez réussir à mettre en place quoi? La deuxième recommandation qui est de boire du café 90 minutes après votre réveil. Okay, ensuite, pour le sport, pas besoin de faire très compliqué, vous pouvez simplement commencer par des pompes, vous pouvez fixer une barre de traction dans le cadran de votre poste, vous pouvez faire pas mal de choses en étant habillé, hein, pas besoin de vous mettre en tenue de sport. Vous pouvez faire de la kettlebell si ça vous intéresse, mais en tout cas je vous recommande d'en faire parce que c'est pour moi l'un des outils l'une des pratiques les plus intéressantes. Pour moi c'est la pratique Pareto. En 1 heure et demie de kettlebell par semaine, vous restez fit. C'est très très efficace, surtout si vous avez la chance de vous faire coacher par un instructeur Strong First. Et puis ensuite, la dernière pratique, c'est à vous exposer à l'eau froide. Donc le plus simple, c'est à la fin de votre douche chaude, vous prenez un peu d'eau froide sur le corps. J'ai fait également une vidéo qui s'affiche maintenant à votre écran sur la douche froide, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai implémenté cette pratique dans mon quotidien. Voilà. Donc allez-y encore une fois, petit à petit. Le problème, ce n'est pas d'avancer lentement, le problème, c'est de s'arrêter. Et puis maintenant, il y a une révélation que j'ai eue en mesurant ces éléments durant un mois. C'est que ce qui a le plus d'influence sur le démarrage de mes journées, sur l'énergie que j'ai le matin et sur mes nuits de sommeil, ce n'est pas ce que je fais le matin, mais c'est ce que je ne fais pas ou ce que je ne fais plus le soir. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a un cours, une formation d'initiation que j'ai créée, une formule que j'appelle la formule PEPS. Et cette formule PEPS, elle va vous aider à avoir plus d'énergie au quotidien. Et surtout, trouver votre niveau d'énergie optimal et surtout maintenir ce niveau d'énergie optimal sur la durée. Parce que c'est ça le problème, on peut tout se transformer en foot de guerre durant 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, voire même 1 ou 2 années. Mais à terme, si on n'a pas une bonne gestion de son énergie, ça va être très difficile et on risque d'exploser en vol, donc c'est-à-dire traduisez, faire un burn-out, un surmenage, un épuisement professionnel. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais vous avez compris l'idée. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai découvert durant ces 31 jours, avec la routine matinale de Huberman, je vous invite à rejoindre le cours, la formule PEPS qui se trouve dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien et on se retrouve dans la suite de cette vidéo. À tout de suite.